Et puis alors le jeu du soir, c'était, on va donner un nom, des noms comme ça, pour pouvoir cerner et permettre à celui qui va se cacher, pour lui permettre de trouver de qui on parle. Alors on devait quitter la petite pièce, aller se foutre dans la cuisine ou je ne sais pas où, et puis revenir quand on vous appelait, poser des questions, et si c'était une bouteille, comment est-ce qu'elle serait? Et si c'était de la viande, est-ce qu'elle serait ceci et cela? Je crois que j'ai joué à ça quand j'avais 6 ans. Alors mon tour est arrivé. Tiens, toi, si tu veux, tu y vas. Alors je me suis barré dans le couloir, on m'a montré la cuisine, mais une fois que le type s'est barré de la cuisine, moi j'ai aussi quitté la cuisine. Puis je suis venu coller mon oreille au trou de la serrure. Puis je les ai entendus qui cherchaient un mec, et de toute façon, je crois que je l'aurais trouvé. Ce type-là, c'est le gars par qui j'ai commencé à lire. À lire, pas à bouquiner. Et j'ai entendu Sandrard. Puis à ce moment-là, j'ai eu droit à mon petit coup de sifflet. Ça y est, si tu veux, tu peux rentrer. Alors je suis rentré. Puis j'ai commencé à jouer au con. Et alors jouer au con de la façon la plus absolue, la plus énorme. Ils auraient dû dire à ce moment-là, bien, d'accord, arrête, te fous pas de notre gueule, tu nous fais chier, prends la porte. Non, ils n'ont pas dit ça. Moi, je suis rentré, je dis, et si c'était une casserole? Alors, ils m'ont dit, je sais pas quoi, ben, on y ferait cuire des faillots. Et si c'était une lampe pigeon? Alors, il m'a dit, ben non, ça peut te servir à rien. Je dis, je demande si c'était une lampe pigeon. Alors, ils ont dit, ben là, on peut pas te répondre. Je dis, alors, et si c'était une table? Alors, ils ont dit, si c'était une table. Alors, ils ricanaient, ils me regardaient. J'étais le con qui avait rien compris. Je savais pas jouer. Alors j'aurais dit, bon, moi, c'est pas la peine d'aller plus loin, j'ai compris qui c'est. Alors ils m'ont regardé en haussant les épaules, en se disant, il continue. J'ai dit, ben, je crois, lampe pigeon, table, pinard, pour moi, ça fait Sandrard. Vous parliez de Sandrard. Alors je crois que là, ils sont tombés un peu sur leur cul. Ils ont jamais pensé que moi, j'allais être malhonnête à glisser ma petite oreille au trou de la serrure. Non, moi, j'étais un type bien, moi. Moi, je jouais le jeu, moi. Alors ça a été fini, hein, ils m'ont laissé choir. Toute la soirée s'est passée, ils ont continué leur jeu, moi j'ai peinté dans mon coin, j'ai fumé mon tabac. Puis on s'est taillé vers minuit, 1 heure du matin, une de ces surprises partouzes comme on peut en faire chez les intellectuels, quoi. Alors eux, c'était rayé. Ça faisait chier, je voulais plus entendre parler. Seulement, ben, non pas j'avais mis le doigt dans quelque chose. J'acceptais mal... Oh, disons j'acceptais mal une certaine défaite. Non pas que j'étais parti de là où j'étais et que j'avais plaqué toute une famille pour venir les retrouver. Alors là c'est du baratin, si je dis ça. Non, j'avais effectivement dans ma tête un petit quelque chose là qui était greffé sur eux. Et pas du tout de refaire le monde avec... non. Non, mais je voulais associer la démarche du groupe surréaliste avec ma propre démarche. Et pas du tout une démarche de création, une démarche comme ça. Je vais me servir d'eux, mais ils vont se servir de moi. Je me mets à leur disposition, mais ils se mettent aussi à ma disposition. En fait, les tâches, je crois que ça ne les intéressait pas. Je pense d'ailleurs que rien ne les intéressait. Ça ne les intéressait qu'à partir du moment où lui, il avait mis son doigt sur quelque chose et il disait « J'ai trouvé telle chose, tel type, tel gars. Il va exposer à tel endroit. » Alors tout le monde se frottait les mains et on allait voir ce qu'on allait voir. Alors moi, j'ai continué à faire mes tâches dans mon coin, mais de plus en plus hargneux. Mauvais, méchant. J'arrivais là-bas et quand j'entendais parler toujours de cette espèce de connerie de procès de Marie Bénard, ou bien alors après ça a été une autre connerie, la colombe qui fait boum boum. Oui, la colombe qui fait boum boum, c'était des fascistes qui avaient trouvé une belle affiche pour pouvoir faire chier le mouvement de la paix. Moi, le mouvement de la paix, je m'en fous. Seulement, là où je l'avais un peu verte, c'était de voir que des types du groupe Surio se mettaient à blagoter sur des affiches de fascistes. Et puis tout à fait par hasard, on m'a proposé d'exposer. Pas eux, mais lui m'avait proposé d'exposer. Lui m'avait dit le premier jour où je l'avais vu, « Cher ami, quand vous voulez exposer, vous exposerez. Je vous présenterai à quelqu'un. » J'aurais pu trouver ça chouette, d'ailleurs je n'avais pas trouvé mal. J'avais seulement dit, je ne veux pas exposer. Puis j'avais pas envie d'exposer dans ces conditions-là. Hein. Alors là, j'avais trouvé la toute petite galerie, toute seule dans son coin.
dans un quartier qui n'était pas du tout fréquenté par les surréalistes. C'était le quartier de Saint-Philippe-du-Roule. Le gars avait regardé mes tâches. Ça lui faisait ni chaud ni froid, mais il avait un trou. Alors moi, je l'ai bouché le trou. On a fait l'accrochage. Il avait imprimé des petites cartes. Je suis venu un soir au groupe avec mes petites cartes. Puis je leur ai annoncé, eh bien, j'expose, j'aimerais bien que vous veniez voir. Alors c'était la surprise, presque la consternation. Chez qui il exposait, où il exposait, sans leur avis. Enfin, je le prenais peut-être comme ça, j'avais peut-être tort aussi. En tous les cas, lui, il m'a dit, nous y serons, comptez sur nous, cher ami. Et la veille du vernissage, puisqu'on appelle ça comme ça, moi je n'osais aucune illusion, j'avais même pas envie d'en vendre. Et je savais que je ne les vendrais pas. Je suis allé chez mes vieux, puis j'ai becqueté avec eux le soir. Et ce soir-là, eh bien, comme d'habitude, quoi, il n'y a pas d'autres salades que les salades que je connaissais. Alors il a recommencé, lui, à me parler de ses photos et tout ça, mais moi j'en avais tine. Puis j'ai balancé ma carte sur la table et j'ai dit, pas du tout d'une façon crâneuse ou béchante, mais... J'ai dit, bah écoutez, si vous n'avez rien à foutre demain soir, vous pourriez peut-être venir voir, ça vous rassurerait, vous verrez que je travaille. Puis comme ça, bah, il n'y aurait plus de questions. Alors lui, il a regardé la carte, il n'avait jamais vu ça, quoi. C'était une carte où tout simplement, il y avait mon nom, présentera dans la galerie Intel, à telle heure, vernissage, etc. Il m'a dit, demain soir, j'y serai, fiston. Eh ben, je lui ai dit, si tu veux. Il me dit, comment je dois m'habiller? Ben, j'ai dit, mais tu t'habilles comme tu veux, il n'y a pas de problème là-dessus. Viens, si tu as envie de venir. Ne le fais pas pour moi, tu le fais pour toi, tu verras, quoi, c'est tout. Puis j'ai dit à la vieille, si toi, tu veux l'accompagner, eh bien, voilà, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu auras une sorte de preuve, quoi. Mais si ça vous plaît pas, je m'en fous, hein. Le lendemain soir, je me trouvais à la galerie, à l'heure qui convenait, c'est-à-dire une demi-heure avant le vernissage. Le premier à descendre dans la cave, puisque ça se passait dans une cave, c'était lui. Pas le vieux, mais l'autre vieux, breton, qui a regardé toutes les taches le long des murs, qui s'est carré dans un coin, qui a bourré sa pipe et qui n'a pas démarré. Et petit à petit, les gars du groupe sont arrivés, qui regardaient les taches, qui allaient vers lui. Ils avaient besoin. S'il n'avait pas été là, je suis sûr qu'il n'aurait pas mis les pattes là-dedans. Alors il leur parlait. Moi, j'étais pas du tout gêné, mais je sentais que j'étais en porte-à-faux. Qu'ils étaient là, mais que j'étais un peu le corps étranger à l'intérieur d'un autre corps. Mais Breton qui ne bougeait pas, qui ne débandait pas de son histoire, toujours serré dans son coin. Puis mon vieux est arrivé. Avec la vieille, mais ça c'était autre chose. Le vieux est arrivé, il a regardé les taches. Puis il a regardé les types qui étaient dans leur coin, entourant un autre gars avec une énorme crinière. Puis il me dit, oh bah tu vois, je vais fumer une petite cigarette, puis je vais regarder encore après. Eh ben, fumer ta cigarette. Il n'y avait personne. Pas un chat qui soit venu là-dedans. Il n'y aurait pas eu le type du groupe surréaliste, on aurait été trois, mon père, ma mère et moi. La vieille, elle regardait, faisait la fine bouche, reculait, se rapprochait, etc. Essayait de toucher avec ses doigts. Puis j'ai repéré que le vieux, lui, il était dans le coin de la petite ruche là-bas. Puis lentement, les gars allaient boire un pot et à un moment donné, il s'est placé derrière Breton et il a écouté Breton. Il s'est mis dans la tête de me faire des rapports de ce que le type disait. Il a commencé par me dire d'ailleurs, tu vois, cet homme-là qui est là, eh bien, ça c'est un homme qui s'y connaît, c'est pas comme moi. J'ai dit, il s'y connaît. Tu vois qui c'est? Tu sais qui c'est? Il me dit, non, je sais pas, mais je le sens. J'ai dit, alors comment tu peux sentir ça? Si ça se trouve, ce type-là, c'est un chef d'atelier. Il me dit, non, ça peut pas être un chef d'atelier. Bon, je dis, c'est peut-être un chef de bureau. Non, c'est pas un chef de bureau. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi? Je sais pas. Je sais pas, c'est un type qui est là et je vais te dire ce qu'il dit. Hein. Et alors, il commençait à me raconter ce que l'autre disait. Alors, je dis, écoute, ça, tu devrais arrêter, j'ai pas envie de ça. Il peut me le dire lui-même. Tu le connais? Je dis, ouais, je le connais. C'est bien, c'est un ami à toi. Je dis, un ami, si l'on veut, je le connais. Puis toute la soirée s'est passée comme ça, le vieux utilisé comme estafette. Agent de liaison entre André Breton et moi. Et puis ils ont fini par se tailler en me disant que j'avais rendez-vous, si je le voulais, au café en question. Il était tard. Le vieux et la vieille se sont taillés. Et je suis rentré chez moi.
Là, j'ai vraiment pensé. Je me suis dit, bah, mon vieux, tu vas te faire un plan presque avec une feuille de papier. Tu vas dessus marquer, non pas des phrases, mais poser des questions. Puis ensuite, tu vas essayer d'y répondre. Tu passeras ta nuit, ton année s'il le faut, mais il faut que tu te répondes. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas, non pas venu ici pour voir ça. J'étais pas venu ici pour voir ça, mais je n'ai pas mis en route quelque chose pour ça. Maintenant, qu'est-ce que j'imaginais, qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce que je voulais? Ça, j'étais incapable de le dire. Est-ce que l'on pouvait reprendre le groupe surréaliste là où il avait été laissé avant la guerre? Est-ce qu'on pouvait le reprendre à un point précis et se remettre à développer quelque chose? Ne faisait-il pas partie déjà des mouvements qui sont rentrés dans l'histoire et que d'autres essaient, parce qu'ils sont encore en vie, de s'accrocher à ça? Que lui, il le vive? Pourquoi pas? Entouré de jeunes ou de vieux, de toute façon, ce qu'il voulait, c'était rester parmi une bande, une troupe, un cercle d'amis qui partageaient ses goûts, qui, en fait, l'écoutaient, mais qui me disaient que cet homme-là n'avait pas besoin de rencontrer des types qui non seulement discuteraient avec lui, mais le bousculeraient, lui feraient comprendre que toutes les positions, qu'alors maintenant je commençais à très bien connaître, des positions anti-ceci, qui les amenaient nécessairement, et sans même qu'ils se rendent compte, à des positions pro-cela. En fin de compte, je n'avais jamais pensé que ces gars-là avaient choisi un camp. À un moment donné, ils étaient dans un camp. Mais maintenant, en tous les cas, ils avaient quitté ce camp-là, ils en riaient. Boum boum, c'est ça qui les faisait rire. Marie Bénard, ça aussi. Bien sûr, ce qu'on m'avait dit, il lit la Kabbale. J'en croyais pas plus qu'à mon dernier papier à torcher le cul. Il lit la Kabbale, qu'est-ce qu'il a à foutre avec la Kabbale? De temps en temps, il y avait une phrase de lui dans la revue, c'était les grands transparents. Qu'est-ce qu'il avait à foutre avec les grands transparents? Est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de mecs qui sur Terre se faisaient chier, de qui, de toute façon, il fallait compter, sur qui on devait compter? Mais c'était pas avec notre poésie et moi avec mes minables tâches qu'on allait faire quelque chose. Ça, c'était évident. Non pas parce que moi je m'étais fait chier, non. Non, d'autres gars, dans un coin, exploités, écrasés. Maintenant, les ouvriers de chez Renault, ben, ils avaient ce qu'ils avaient voulu avoir. Les communistes aussi. Parce que ça aussi, c'était dans le milieu du problème. Par anticommunisme, ils devenaient des suppôts dits anarchistes, qui n'avaient rien à foutre avec l'anarchie. De toute façon, l'anarchie, ça mène nulle part. Mais où est-ce que ça devait les mener, ça? Moi, personnellement, j'avais pas de programme. Seulement eux, j'attendais pas un programme d'eux, mais j'attendais quelque chose d'eux. Quelque chose de lourd, de pesant, d'assez puissant. Sa tête n'avait pas pu me tromper à ce point, et ses écrits encore moins. Et un homme ne pouvait pas, pendant un laps de temps, avoir fait et été quelque chose, et ensuite ne plus rien être du tout, si ce n'est qu'un type qui joue le rôle de celui qui. Je leur en voulais énormément. D'ailleurs, un jour, ils me l'ont fait comprendre en me disant que c'était pas une entreprise philanthropique. Celui-là, je le retiens. Alors, je mélangeais mon travail, c'est-à-dire mes tâches, que je m'étais mis, pas du tout à vendre, mais par quelques vagues copains, des femmes surtout, qui au lieu de me demander du pognon, m'en laissaient, et se borraient avec une tâche sous le bras. Une tâche à ce moment-là, ça me permettait de faire encore une semaine ou deux. Je les voyais eux aussi, les autres. On en était à la rue Vivienne et à toujours là-haut à la place Blanche. Moi, je ramenais ça sans arrêt sur clé. Jusqu'à ce qu'un jour, un des gars du groupe mette son index sur la tempe et le fasse frotter dans sa paume. Clé toc-toc. Clé dingue-dingue, peut-être. Breton n'était pas là. Quand Breton est arrivé, j'ai essayé de ramener ça sur le tapis. Où est-ce qu'il plaçait clé? Qu'est-ce qu'il faisait de lui? Ah oui, j'y tenais. J'y tenais parce que non seulement c'était mon mec, mais il me semblait qu'on n'avait pas, non seulement pas fini d'éplucher, mais pas encore commencé à l'éplucher. Que ça remontait à l'autre époque. Il était mort, en 40. Mais on n'en avait pas parlé, on n'avait pas trouvé en lui l'importance que moi je lui trouvais, mais qu'on me laisse lui trouver cette importance. D'ailleurs, on me la laissait. Mais qu'on me laisse m'expliquer là-dessus. Je n'y voyais pas un avenir.
Mais je voyais qu'il y avait encore une possibilité, qu'il n'avait pas été le type à ouvrir un chemin et à le fermer avec sa mort, mais qu'il était un type à avoir ouvert un chemin et à continuer, pour nous, à nous permettre de l'ouvrir. Il y avait un après lui qui pouvait se continuer, mais qui n'était pas valable pour tout le monde, seulement qui était valable pour moi. Alors j'ai pris le petit geste de l'index dans la paume, toc-toc, vraiment pour moi. Moi aussi j'étais toc-toc. Pourquoi pas? Alors qu'est-ce qu'ils ont contre les fous? Apparemment ils n'avaient rien. Il y avait quelques bouts de papier même qui circulaient. Les types dans les asiles, on devrait les ouvrir, etc. Mais on n'ouvrait rien. On allait peut-être devant les asiles, même pas pour manifester. Mais dans les asiles, on allait, on regardait ce que les types avaient peint, barbouillé dans leur merdier, dans leur enchevêtrement de délire et de cassure. Mais ça n'allait pas plus loin. C'était la zone hétéroclite. Moi, je me mettais à gratouiller du papier. J'écrivais des petits trucs. C'était pas des textes, c'était des petits trucs. Sur des petites feuilles de papier qui étaient les chutes des miennes. Que je cousais avec une belle aiguille et du fil blanc. Et que j'essayais de passer à Breton. Et que je passais d'ailleurs à Breton. Le soir, quand on se quittait, je lui tendais de temps en temps un tout petit truc. C'était grand comme un jeu de cartes, épais comme lui. Et à l'intérieur, eh bien, j'y disais ce que je pensais, ou même ce que j'inventais. Et je lui étais reconnaissant quand le lendemain, ou quelques jours après, revenant au groupe, il me disait « J'ai lu, je vous remercie beaucoup, cher ami. » J'étais reconnaissant qu'il ne me dise pas c'est mal ou c'est bien. On me maintenait sur une lisière. On a voulu une fois signer un papier. Ça s'appelait haute fréquence. Il a circulé et moi j'ai refusé de le signer. Pourquoi ai-je refusé de le signer? Ça alors. Mais je ne l'ai pas signé. Mais en fait, peut-être qu'on ne me le présentait que pour que je ne le signe pas. En tout cas, j'étais ce corps étranger qu'on acceptait, mais qu'on allait accepter pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il se manifeste ou que quelque chose éclate. La chose a éclaté. Un soir, puisque c'était le soir qu'on se voyait, je suis arrivé et un des gars m'a dit « Alors la GPU, comment ça marche ?» Ça, la GPU, j'en avais plein les roubignoles. J'ai regardé le type et je lui ai dit « Je comprends pas. » Il m'a dit, si tu vois très bien ce que je veux dire, il paraît que tu nous débines par derrière. Alors il m'est revenu une petite histoire en tête. Il y avait un gars qui semblait comme moi se tenir un peu à l'écart. Et que j'avais accroché un soir à la sortie, à l'éclatement du groupe. Je lui ai dit, viens chez moi, on va discuter. Et en arrivant à la maison, je lui ai carrément vidé mon sac. Je lui ai pas dit, ils me font chier, c'est des cons et tout ça. J'ai dit, je me fais chier car quelque chose ne va pas là-dedans. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Il avait trouvé que j'avais, à sa manière, raison. Tout en y mettant un peu de patine ici et là, et en trouvant que je ne devais pas, à ce point, me cabrer. Que le temps allait jouer et qu'arriverait un moment où on resserrerait quelque chose, et je dis non, je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux dire, parce que là tu reprends le même charabia qu'eux. Ça, ils l'ont jamais tenu devant moi, mais c'est ça qui tiendrait devant moi s'ils me le disaient. Et n'oublie pas que l'autre jour, on m'a dit GPU. GPU, hein. Enfin, ça veut dire quelque chose. GPU, pour eux, c'est l'ennemi. Pour moi aussi, d'ailleurs. Seulement, alors pourquoi moi? Et ce type-là, peut-être, avait fait son rapport. En tout cas, c'est tout ce que j'ai trouvé comme explication. Et est arrivé le moment, donc, de la grande discussion. Une fois traité de GPU, j'ai vidé très mal mon histoire. Il y avait une exposition. Le groupe se manifestait pour la première fois depuis quelques années. Un groupe d'ensemble. Et dans ce groupe, d'ailleurs, devait participer, et a participé, un peintre, que Breton avait non pas découvert, mais qui lui avait déposé dans la galerie en question, qui s'appelait l'Étoile scellée, lui avait déposé une toile. Et Breton avait voulu le retrouver, et l'avait retrouvé, et effectivement, ça avait marché. Le gars était un Hongrois ou un Roumain. Et à cette exposition, disons générale, collective, on m'avait invité
à participer. Alors il était très simple de le faire. On devait venir avec une de nos toiles ou de nos dessins, le montrer à Breton, tout simplement comme ça, pour qu'il dise oui. D'ailleurs, il ne pouvait pas dire non. Qu'on l'expose donc dans cette galerie, qu'on fasse un vernissage. Et moi, je suis avec une petite toile sous le bras. C'était pas une toile, c'était un morceau d'isorel que j'avais trouvé chez un menuisier. J'avais peint là-dessus un grand fond en noir, et sur le fond noir, une multitude de couleurs qui représentaient à la fin, je ne savais pas ce que j'allais faire, qui représentait à la fin un vague personnage, sorte de funambule sur un fil, mais qui n'avait de personnage que parce qu'il y avait un fil qui lui donnait une base, car sinon on aurait pu le retrouver et voir la toile, comprendre peut-être même la toile, la ressentir en tous les cas, même si elle avait été à l'envers. Et je lui ai montré ma toile. Il a regardé, m'a dit très bien, cher ami. Je lui ai dit, bon, très bien, alors qu'est-ce que je fais? Vous la déposez ici, seulement ce qu'il faut que l'on note, c'est le prix. Alors je dis, le prix, vous pourriez peut-être m'aider, je ne sais pas combien je dois vendre un truc comme ça. Ah, il me dit, ça, c'est vous que ça regarde, moi, vous savez, je ne veux pas entendre parler de prix. Alors je dis, écoutez, aidez-moi, je ne sais pas, moi, 5000 balles, qu'est-ce que vous croyez? Alors 5000 balles, il a, non pas haussé les épaules, mais il me dit, allons, vous n'y pensez pas. Ah, je dis, alors, je sais pas, alors 100 000, 200 000. Ah, il me dit, écoutez, entre 5 000 et 200 000, il y a de la place, à vous de faire le travail. Enfin, je voyais que je l'énervais. Alors j'ai maintenu 5 000 balles. Et le jour du vernissage est arrivé. Un vernissage putride, dégueulasse, ordurier, vicieux et vicié. Dans la petite rue qui menait à la galerie, il y avait des flics. Des flics qui protégeaient le groupe surréaliste. Ou qui, s'ils ne le protégeaient pas, étaient là pour une manifestation mondaine. Là, je me rappelle, j'étais passé avec un copain qui venait de leur tirer un peu dans les pattes, qui, comme moi d'ailleurs, mais arrivait mieux à le formuler, trouvait que ça déconnait à tout brinzingue là-dedans. Et puis j'avais une fille que je traînais avec moi. Quand on était arrivé devant, je crois qu'il y avait un flic ou un garde mobile, je ne sais pas quel mec il y avait pour trier les gens qui devaient rentrer. Je me suis dégonflé de rentrer. Je l'ai vu, lui, dans son costard, et puis elle, dans une robe avec une fleur, sur le corsage. Puis tous les gars du groupe qui étaient là-dedans et qui vraiment faisaient des ronds de jambes. Allaient d'une toile à l'autre, comme des connaisseurs. C'était les leurs qui exposaient, la chapelle. Alors là, ça me sortait vraiment par les trous de blaire, et le copain qui m'accompagnait m'a dit, tu sais, si t'es un homme, tu sais ce que tu dois faire. Eh ben, je dis, vas-y, j'écoute. Si t'es un mec, tu rentres là-dedans, tu bouscules personne, tu décroches la toile, tu la fous sous le bras et tu ressors. Ouais, c'est vrai, il avait certainement raison. Je devais rentrer, foutre ma toile sous le bras et ressortir. Je devais, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, je me sentais pas capable de le faire. Pas du tout que j'avais peur que les types tombent sur le rab et me cassent la gueule, mais puisque j'avais mis le doigt là-dedans, que je l'aille jusqu'au bout, c'était une faiblesse, mais je la jouais. Alors on s'est mis à chercher dans le quartier ce qu'il pouvait y avoir de plus putride. Là où on pourrait se réfugier, on l'a trouvé, ça a été très simple. C'était un petit bistrot qui se trouvait pas loin des éditions de Minuit. Un bougnin avec dedans des ivrognes. On s'est mis au milieu d'eux, puis on a bu. On a bouffé un sandwich. Puis le copain de temps en temps me disait, t'as été con, t'aurais pas dû te dégonfler. Si moi j'avais foutu une toile là-dedans, je l'aurais décroché. Je dis, bon toi tu n'as pas foutu de toile, moi j'en ai mis une, je peux pas le faire. Tu peux pas le faire, alors t'es comme eux. Je lui dis, je ne suis pas comme eux, je demanderai des explications. Je dirais, ça ne va pas. On n'est quand même pas des mondains, quoi. On est non pas en dehors de tout, mais en tous les cas, moi je me place sur une autre orbite que celle qui est celle des autres. Et le lendemain matin, j'ai téléphoné. Je lui ai téléphoné, à lui, Breton. Je lui ai dit un peu ce que je pensais. Oh, je lui ai pas dit ce que je pensais vraiment, parce que j'en avais tellement pensé que... De toute façon, j'allais un peu trop fort, j'attigeais. Alors c'était en lui et à lui que je remettais la réponse, la question et la réponse. Alors je l'ai eu au bout du fil et je lui ai dit, voilà, c'est moi, c'est deux, je suis pas rentré hier soir. Ah, ça m'a quand même fait quelque chose, hein, de voir qui était venu là-dedans. Alors il m'a laissé parler. Je lui ai dit, quand même, il y avait des flics.
Enfin, quand même. Alors il m'a dit, écoutez, cher ami, vous faites comme vous voulez, vous revenez quand vous voulez, vous savez que le groupe, c'est votre groupe. Il m'a baisé, là. Il m'a baisé parce que moi, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Je croyais qu'il allait discuter. Alors j'ai pris le métro, puis je me suis mis en route en direction de Pigalle. Je suis arrivé chez lui, devant sa porte. Il y avait un petit Judas. J'ai sonné et j'ai posé ma paume sur le Judas. J'ai entendu derrière quelqu'un qui marchait, qui a dû essayer de voir dans le Judas, qui n'a rien trouvé, a fait demi-tour. J'ai ressonné encore une fois, j'ai refoutu ma punk sur le Judas. C'est comme ça que, non pas j'ai rompu avec le groupe surréaliste, mais ça a été pratiquement fini. Je suis resté dans ma chambre et je me suis renfermé de plus en plus. J'ai laissé passer quelques semaines et je me suis présenté à la galerie. Oui, je sais, ce sont des anecdotes, mais après tout, les anecdotes, ça fait partie de la vie. L'exposition était terminée. Et quand la bonne femme m'a vu rentrer, je lui ai dit, bah, écoutez, je viens chercher une toile que j'ai laissée, enfin une gouache sur un morceau d'Isorel. Et elle m'a dit, bah, si c'est vous qui l'avez laissée, je suis très content parce que j'ai vendu une chose, c'est la vôtre aussi. Et je crois même que c'était la seule chose qu'ils avaient vendue à ce moment-là. Alors je me suis fait chier, quoi. Je me suis dit, voilà, c'est bien ça. Non seulement, non pas je leur tire dans les pattes, je ne tirais pas dans les pattes. Mais je ne me sentais pas ce qu'ils me reprochaient, c'est-à-dire un des leurs. Je refusais, ou en tous les cas, je faisais comme si je ne savais pas qu'il fallait signer un papier. Donc, j'allais toucher mes 5 billets, quoi. Alors je les ai palpés et je suis revenu chez moi. Bah, ce billet-là, il me faisait autant chier que la poule qui m'avait envoyé son mandat télégraphique. Si vraiment je devais faire quelque chose, c'était aller là-bas le soir et leur dire, écoutez, il faut que maintenant, mais le il faut qu'on maintenant, je ne pouvais pas arriver à le dire. Je me suis toujours mis dans des merdiers pareils, dans des salades pareilles. Quelquefois, j'arrête complètement de parler et on se demande si je roupille. D'autres fois, je les écoute parler, je hoche la tête, mais je ne les suis pas du tout. Qu'est-ce que je pouvais faire, moi, contre... Non pas contre 10 types, c'est pas vrai, mais... d'allonger ma salade et de leur demander si la sauce leur convenait. J'ai compris à ce moment-là que... D'abord, je n'étais pas un type à suivre un groupe. Que je ne l'avais pas été, et si je ne l'avais pas été jusqu'à là, eh bien, c'était vraiment fini. J'étais vraiment l'indépendant. L'indépendant qui avait besoin des autres et qui était pris dans ce piège et dans ce dilemme, qui refusait, qui acceptait un peu, qui refusait après l'acceptation, qui se met dans le merdier. Pas d'autres mots. J'ai continué à travailler tout seul. En étant tout seul, j'ai travaillé, bon, je ne vais pas dire mieux, mais très différemment. J'ai pu avancer, enfin ce que l'on peut appeler avancer, c'est-à-dire quitter lentement mes tâches, pas du tout prendre un pinceau. Je ne voulais pas avoir affaire à un pinceau. Et puis je recherchais vraiment la difficulté. Les tâches que je laissais tomber étaient remplacées par des gouaches ou des aquarelles, au fond de plus en plus lavées, délavées, dans lesquelles je m'interrogeais et j'interrogeais l'aquarelle. Je remettais au fond en route ce que j'avais commencé quand j'étais avec on. C'est-à-dire là vraiment une forme d'écriture automatique que, disons, les ancêtres avaient mis à jour et dont non seulement j'étais le bénéficiaire et le type qui les utilisait, mais qui me permettait, parce que je voyais, de croire que la petite porte qui restait au bout fermée, je l'avais peut-être ouverte. Ceci sans aucune prétention. Je reste et je vais rester ce genre de mec qui, à sa manière, cherche dans son coin et n'a surtout pas envie de trouver sa place. Oui, ça a été long, mais il fallait que je le trouve, ça. Donc le groupe fini, le parti, si l'on veut, fini, d'ailleurs ça n'avait jamais commencé. Je ne me trouvais pas à mon aise si j'étais entouré de 2 ou 3 personnages. Je me sentais mal quand j'étais tout seul, mais mieux que si je m'étais entouré d'autres types. D'où devant moi commençait, non pas je deviens, mais ça devient.
un peu comme si je sortais une feuille de papier, je la mettais sur une table, je prenais un crayon ou une plume, et comme si je refaisais ce qu'un type comme Desnos avait fait. Mais pas du tout emballé par lui et voulant recommencer, reporter à mon époque ce qu'il avait tenté, mais sans que ça soit très technique, une sorte de débranchement, déphasage de ma raison. Et j'en arrivais donc à la formule du surréalisme. Qu'est-ce que le surréalisme? Le surréalisme, c'est l'abandon, etc. Il me semblait que moi, à ma manière, et pas du tout en me disant « je suis le vrai surréaliste et le seul surréaliste », je n'étais pas un surréaliste, mais j'étais un type qui, dans son coin, faisait quelque chose, comme d'autres types avaient pu, à une époque tout à fait déterminée et vraiment très particulière, cette époque-là d'ailleurs maintenant étant morte, avait pu faire quelque chose. Moi, dans mon coin, je ne m'illusionnais pas. Ni je surprenais, ni je suffoquais les gars ou les rares copines que j'avais. Quand je leur montrais mon travail, ça ne les étonnait qu'à peine, compte tenu du bonhomme que j'étais et que je disais être. Et je faisais tout pour, non pas essayer de me comprendre, mais de comprendre après 1 ou 2, 3 ou 4 ou 10 tâches ou dessins, ou des tâches dessinées, à comprendre comment ça s'était passé. À voir que je n'avais pas été le maître jusqu'à un point. À comprendre que comme avec on, non pas je me battais, mais je tendais des armes pour que je me batte, pour que moi je dérouille. Moi je veux dérouiller. C'est la seule manière. D'ailleurs à cette époque-là, j'avais trouvé que la seule manière de vivre, c'était de souffrir. Un homme ne souffrait que dans la souffrance. Un homme ne vivait que dans la souffrance. Surtout s'il réussissait à, non pas l'analyser, mais à la guider, à la canaliser, et au bout de ce petit canal créé, à tomber carrément dans un estuaire et à se perdre. J'ai voulu me perdre. J'ai essayé et, d'une certaine façon, j'y suis arrivé. Et par ce travail que j'avais mis en route, lentement, très lentement, certainement, mais lentement, sûrement, j'étais en train de remonter à quelque chose. C'est-à-dire que parce que j'avais mis en route graphiquement et clépathologiquement, je continuais toujours dans mon idée. Non pas je vais le renier ou non pas je vais me dégager de lui. Mais Clé, c'est un mec pour moi, il m'a ouvert quelque chose et va vraisemblablement venir un jour où Clé va mourir en moi. J'étais pas pressé qu'il meure, j'étais presque bien comme j'étais. Alors j'ai continué à bosser.